Bienvenue à la ludothèque du Tilleul. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence intitulée « Les fantômes au féminin à travers les âges et ce qu'ils disent de notre rapport à la féminité ». Et donc c'est organisé dans le cadre des rencontres du fantastique du festival de Gérardmer. Cette conférence est proposée par la Sororité, un collectif féministe qui réunit des créatrices passionnées de cinéma de genre. Son objectif est la mise en avant de femmes autour du cinéma de genre, ainsi qu'un travail de réflexion de la représentation des minorités dans celui-ci. Donc aujourd'hui, la sororité vous invite à découvrir comment l'image des fantômes féminins au cinéma a évolué à travers les âges. Ces figures fascinantes, à la fois effrayantes et poignantes, reflètent bien souvent les luttes et les rôles des femmes dans nos sociétés. Allez-y, applaudissez. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir cette conférence qui s'annonce passionnante et captivante ici à la Média Ludothèque. Nous remercions chaleureusement le festival pour son partenariat de longue date et son soutien constant qui nous permet de vous offrir cette opportunité aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Alors, je vais présenter les intervenantes de gauche à droite pour vous. Alors, Judith de la chaîne Demoiselles d'horreur et journaliste à Écran Large. Ensuite, nous avons Mylène, animatrice de la chaîne Welcome to Playtime Beach et du podcast Jump Scare. Nous avons Jess, critique à fucking cinéphile et animatrice de la chaîne Jess Slasher. Nous avons Jessica du blog Bon Chic Bon Genre. Et ensuite, Éléonore, critique à fucking cinéphile et autrice du blog Léo Urilo. Donc nous espérons que cette conférence vous captivera et vous permettra de voir ces figures fantomatiques sur un jour nouveau. Bonne conférence à vous. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu nous écouter. Alors on va commencer. L'une des raisons, évidemment, nous on a été très motivés par l'idée, par le thème du festival comme cette année, effectivement, qui est la figure du fantôme, parce que c'est une figure qui est indissociable de celle de la féminité dans le cinéma de genre. Le fantôme, la figure du fantôme et le cinéma en soi sont deux éléments qui se mélangent très bien. Le cinéma, de par sa nature d'image à la fois éternelle et en même temps éphémère lorsqu'elle apparaît à l'écran, a quelque chose de fantomatique en soi, à la fois comme quelque chose qui persiste et en même temps quelque chose qui disparaît aussitôt qu'il est là. Donc depuis la naissance du 7e art, les histoires de fantômes en fait ont été au cœur du cinéma de genre. On peut citer certains des exemples les plus connus. Donc La Charrette fantôme sort en 1921, réalisé par Victor Sjöström, je crois, à peu près comme ça. Le fantôme du Moulin Rouge, par exemple, réalisé par René Clair en France en 1925. En France, on a aussi La Chute de la Maison Usher qui date de 1928 par Jean Epstein, etc., etc. Donc ça, ce ne sont que les balbutiements, entre guillemets, bon, ce sont des chefs-d'œuvre, mais les balbutiements des histoires de fantômes au cinéma. Et à partir de là, évidemment, vont naître des centaines, des milliers, des millions de films de fantômes, avec évidemment des distinguos à faire entre les cultures. À chaque culture, évidemment, son cinéma, et donc son cinéma de genre, et donc son type de fantôme. Nous, c'est vrai que de notre côté du globe, on est très fantôme victorien, qui est identifiable à l'Europe, voilà, le cinéma anglo-saxon de manière générale. Évidemment, qu'au Mexique, il y a la figure de la Llorona, vous avez les Yurei au Japon, etc. On va parler de tout ça. Toujours est-il que ces figures qui sont vraiment emblématiques de ce qu'est un fantôme aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, et donc spécialement véhiculées par le cinéma, sont des figures essentiellement féminines, qui nécessitent donc, on pense de penser l'évolution du fantôme dans la culture en même temps que l'évolution des figures féminines. En tout cas, c'est une évolution spécifique vraiment au spectre féminin. Donc on va tenter de l'étudier. Alors d'abord, moi je vais évoquer les origines du fantôme, qu'on va dire victorien en littérature, parce que vraiment le cinéma de genre aujourd'hui est une continuation de la littérature gothique dans une certaine mesure. Puis ensuite, on va parler de sa représentation dans les balbutiements du cinéma, effectivement, avec Léo. Ensuite, on parlera de la mise en scène spécifique de la maison hantée avec Jess. Et on étudiera aussi les fantômes du cinéma hongkongais avec Mylène. Et enfin, Jessica nous parlera des fantômes japonais. Donc, sacré loin.
Donc moi, je vais vous parler un petit peu effectivement de la naissance de cette figure de spectre féminin dans la littérature. Alors l'époque victorienne, parce que donc oui, effectivement, on a tendance à l'appeler le fantôme victorien. L'époque victorienne, c'est 1832-1901. Donc c'est-à-dire que alors, le roman gothique, c'est quelque chose qui est arrivé avant, hein, plutôt au siècle précédent. Le premier roman gothique, c'est le château d'Otranto d'Horace Walpole, donc c'est 1764. Mais il y a une continuation qui se fait du roman gothique sous l'ère victorienne, qui s'appelle plutôt le romantisme noir, mais tout ça un petit peu la même mouvance, nourrie par les mêmes inspirations. En tout cas, c'est vraiment une figure qui prend ses racines dans la littérature et qui perdure d'une manière vraiment spectaculaire aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on a des représentations de fantômes qui sont vraiment ancrées dans cette époque qui est devenue presque un peu cliché. Vous voyez, l'Angleterre victorienne, on a une idée de fantôme féminin avec des longs cheveux, un chignon, une robe, voilà, très marquée dans cette époque. Et donc tout ça, je pense que ça vient de la littérature, même si, évidemment, vous allez me dire, il y a des contre-exemples masculins. Effectivement, dans la littérature, certains des premiers fantômes qui sont extrêmement marquants dans la littérature. On a évidemment, par exemple, les fantômes de Richard III chez Shakespeare. On a Alfonso dans le château d'Otranto, justement, d'Horace Walpole. On a aussi les esprits de Noël chez Dickens, dans le fameux chant de Noël, etc. Sauf que on peut remarquer que ces figures de fantômes sont davantage rattachées à des enjeux moraux et plus politiques, et ont aussi des représentations parfois plus abstraites ou moins humaines que les fantômes plus tard féminins. Par exemple, Alfonso, dans le château d'Otranto, c'est même pas quelqu'un, c'est même pas un fantôme qui s'incarne vraiment dans une figure humaine. En opposition, les fantômes particulièrement féminins, par exemple, c'est en général, tels qu'ils sont décrits, des fantômes qui ont taille humaine, qui sont reconnaissables comme étant une figure humaine, donc de femme, en général, pas toujours, mais plutôt jeune, avec une silhouette souvent translucide, éthérée, quelque chose de très vaporeux. Et c'est un écho de ce qui définit la féminité à cette époque. C'est-à-dire que les femmes sont considérées comme le sexe faible, et donc on est dans une figure qui est elle-même évanescente, évaporée, qui n'est pas du tout dans la force brutale, mais au contraire beaucoup plus dans la suggestion. Sachant qu'à l'époque, évidemment, on partait du principe, parfois on part encore du principe, que les femmes sont spécialement sujettes aux émotions, aux sentiments, davantage que les hommes, qu'elles sont davantage victimes de ça. Et la figure du fantôme, c'est justement une figure horrifique qui fait écho aux sentiments, parce que souvent on dit que quand il y a un fantôme, en fait il demeure là parce qu'une grande souffrance a été ressentie, une grande tristesse, etc. Et tout ça, ça fait un petit peu écho au cliché féminin de l'époque, surtout en plus à une époque où les femmes portaient énormément de corsets. Elles s'évanouissaient souvent parce qu'elles respiraient mal, et il était de bon ton aussi d'apparaître comme une petite chose délicate, parce que du coup on était une femme bonne à marier finalement quand on était fragile, et voilà. Et les fantômes sont avec nous. Ah oui, merci pour la salle. Et en fait, il était de bon ton de s'évanouir régulièrement, parce que effectivement, ça prouvait qu'on était très délicate. Donc, il y a une sorte de parenté, on va dire, entre l'idée qu'on se fait du fantôme à l'époque et l'idée qu'on se fait de la femme idéale, qui est en soi une chose éthérée et fragile déjà. C'est pour ça que, dans un premier temps, la femme dans la littérature gothique, enfin en tout cas le spectre féminin, est avant tout une représentation des sentiments du héros, avant d'exister pour lui-même, avant d'exprimer justement une colère ou une tristesse par lui-même. Et notamment, évidemment, l'auteur à côté duquel on ne peut pas passer, c'est Edgar Allan Poe, qui a énormément sacralisé et retranscrit ce qui est la figure de la jeune fille morte. C'est-à-dire que Edgar Poe, à travers des poèmes comme Annabel Lee, la nouvelle Ligeia, Le Corbeau, La chute de la maison Usher, Le portrait ovale, etc., qui sont vraiment des chefs-d'œuvre, à chaque fois, en fait, on a affaire à une figure de narrateur qui est en proie à une tristesse infinie du fait que sa jeune compagne, en tout cas la jeune femme qu'il aime, décède de circonstances parfois plus ou moins mystérieuses, souvent de maladie, parce que donc la femme d'Edgar Poe, alors qu'il se trouvait avec sa cousine et qu'elle avait 13 ans, enfin, voilà, elle-même elle avait une santé très très fragile, et elle a longtemps été très malade, et elle a fini par mourir, ce qui l'a beaucoup touché lui. Mais même, je ne sais pas si c'est qui prédisait qu'elle allait mourir jeune, ou je ne sais pas, mais il y a beaucoup de ces nouvelles qui ont été écrites de toute manière avant la mort de sa femme, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent pour lui, cette figure de la jeune fille morte, qui est vraiment au cœur de sa poésie, parce qu'il estimait en fait que cette espèce de rencontre entre ce qu'il estimait être la plus belle forme de vie, c'est-à-dire, c'est son avis personnel, hein, mais une femme jeune,
Donc c'est-à-dire symbole de vitalité, symbole de renouveau, etc. Et surtout d'amour absolu, parce que la jeune femme qui meurt dans tous ses poèmes ou toutes ses nouvelles, c'est effectivement l'objet de l'amour du narrateur. Donc elle représente une forme d'expression vitale absolue, et il y a cette espèce de rencontre complètement injuste et complètement tragique avec la mort, qui fait que qu'en fait c'est ça qui de là va naître la poésie ultime pour Edgar Poe. C'est ça qui est vraiment le beau en poésie pour lui. Ça passe par le récit de cette mort. Et donc à partir de là, en fait, toutes ces nouvelles qu'il a écrites sur cette figure-là vont énormément infuser la culture populaire et contribuer à définir le fantôme plus ou moins victorien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pardon. Après, ça a été repris par Jules Verne dans Le Château des Carpates en 1892, où là aussi, vraiment, les héros sont obsédés par la mort de la jeune femme qu'ils aimaient. Il y a donc toute cette mise en scène du fantôme, même si à la fin, il y a toute une révélation, une explication rationnelle et scientifique à pourquoi est-ce qu'il y a eu ces apparitions, parce que c'est Jules Verne et qu'il ne peut pas faire du vrai fantastique, mais bon, dans l'idée, on est là. Et pour moi, ça fait très écho à aujourd'hui, on pourrait dire, ce qu'on appelle le trope de la femme dans le frigo, qui est en culture populaire, l'idée que, en fait, le héros masculin d'une histoire va souvent être mu dans ses objectifs par le fait qu'il regrette beaucoup la mort de sa femme ou de sa petite amie, etc. En tout cas, une femme disparue dans sa vie, qui va rester comme un traumatisme et qui ne va être finalement que support, lui, de son parcours psychologique. C'est aussi souvent le symbole d'un questionnement moral. C'est le cas par exemple pour La Nonne sanglante dans Le Moine de Matthew Gregory Lewis, où en fait là le fantôme vient incarner la culpabilité du héros, qui est quelqu'un d'extrêmement mauvais, et vraiment c'est sa part de refoulé, ça aussi c'est assez hérité d'Edgar Poe. Et en dernier, avant de passer le micro à ma consoeur, je voudrais évoquer aussi la manière dont les fantômes ont été décrits pour le coup à cette époque par les autrices féminines. Vous avez par exemple chez Émilie Brontë ou chez Charlotte Brontë, sa sœur, donc dans Les Hauts du Hurlevent et dans Jane Eyre, vous avez des figures de fantômes. Alors dans Jane Eyre, c'est pas un vrai fantôme, mais la mise en scène, enfin le récit en tout cas nous présente la femme dans le grenier comme étant au départ un fantôme, et dans Les Hauts du Hurlevent, c'est clairement un fantôme. Et en fait, là pour le coup, on vient exprimer à travers ce spectre le symptôme d'une féminité refoulée, c'est-à-dire qu'on a affaire à des femmes qui sont soit devenues démentes, soit qui sont décédées dans des circonstances étranges, simplement comme de contrariété ou de mélancolie, comme s'il n'y avait pas de vraie raison finalement à leur mort ou à leur démence, parce que simplement c'était une sorte de... en fait, comme si l'état spectral était une continuation finalement de ce qu'elles vivaient dans leur vie, de leur vivant, et parce que les contraintes de la société ont fait qu'elles n'ont pas pu être heureuses, qu'elles n'ont pas pu s'accomplir, et que finalement elles sont devenues fantômes, et que à partir de là, elles finissent par influencer grandement le récit. Donc c'est un petit peu différent quand les autrices justement s'emparent de cette figure, et c'est tout aussi intéressant. Et c'est ce qu'a fait par exemple Suzanne Hill de manière beaucoup plus récente, en 1983, avec La Dame en Noir, qui là aussi dénonce un petit peu, à travers cette figure du fantôme, la manière dont les femmes ont pu être internées injustement à une époque, etc. Voilà, donc c'est resté extrêmement important, je pense, cette définition dans l'image du fantôme occidental, du spectre féminin en tout cas. Et pour la suite, je vais passer la parole à Léo. Alors moi, je vais m'intéresser du coup au début du cinéma, donc qui se situe grosso modo à la fin de l'ère victorienne, ce qui est intéressant, parce que du coup, tout ce qu'a pu dire Judith, ça va être un peu le contexte qui embloque ce début de création de cinéma, enfin ce début de cinéma. Je vais m'intéresser donc à deux parties en particulier. D'abord les tout débuts, ce qu'on appelle le cinéma premier, vraiment, Méliès et compagnie, où il y a une idée d'expérimentation, puis le cinéma qui suit, plus le cinéma des années qui suit la Première Guerre mondiale, où il y a un petit peu cette idée de l'atrice qui va se créer pour des tropes de films qui seront très communs par la suite. Alors du coup, au niveau de l'aspect qui m'intéresse le plus en termes de contexte d'apparition du cinéma, c'est la proéminence des spirites et des médiums à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Je ne vais pas vous faire le topo, vous voyez à peu près ce que c'est, ça a été représenté maintes fois, l'idée des tables tournantes, l'idée des séances, etc. Mais l'aspect qui m'intéresse et qu'on ne connaît pas forcément, c'est le fait que ces spirites, qui étaient quand même des groupements assez féminins, étaient aussi très politiquement impliquées. Elles étaient notamment assez proches des suffragettes et ont permis de laisser des places des tridunes pour les suffragettes. C'est un aspect qui m'intéressait notamment. Alors par ailleurs, j'ai mis ce nom de ce livre Radical Spirits.
évidemment, on revient. C'est un livre que je vous conseille si le sujet vous intéresse. Il est assez passionnant. Malheureusement, je ne pourrais pas en dire plus parce qu'on a assez peu de temps, mais vraiment, c'est assez passionnant. Radical Spirit par Anne Broad. Donc, au début, le cinéma premier représente assez souvent les spirites, évidemment, vu que c'est ce qu'il y a autour de ça, un débat qui est assez constant. Et surtout parce que le cinéma premier vient un petit peu de ces spirites et comprennent le principe de machination qu'il y a derrière, et donc s'amusent gentiment, parfois, pas toujours, à montrer que ces spirites étaient en fait parfois des charlatans, alors que le cinéma assume beaucoup plus le côté trucage, on va dire. Donc là, je vais vous montrer un extrait du film Spiritualism of Fraud de Martin et Paul, où alors, je vous raconte le contexte, l'extrait va être très court, mais où on voit une séance de spiritisme. Au tout début, on voit le complice du spirit se cacher dans une armoire. On voit toute la séquence où on croit que c'est un vrai fantôme, et à la toute fin, finalement, les personnes qui viennent à la séance finissent par se rendre compte qu'il y avait bien un trucage, et c'est assez rigolo. Donc je vous conseille de le regarder en entier. Là, on va juste regarder l'apparition du fantôme avec du coup l'idée de trucage sur fond noir, donc incrustation d'images sur un fond noir. Hop. Moi, je trouve ça assez rigolo, moi j'aime bien. Quand même, pour rester un petit peu plus sur le sujet, à savoir de la représentation des fantômes féminins. Effectivement, dans cette première période de cinéma premier, il n'y a pas vraiment de figures qui se démarquent. C'est plus des moyens, des petites scènes comiques pour expérimenter des techniques. Donc, il ne va pas y avoir le trope de la jeune femme éplorée, de la fantôme vengeresse, etc. Mais j'avais comme envie de vous montrer un film où c'est très clairement un fantôme féminin qui apparaît sur l'écran. Donc voilà, si donc The Haunted Curiosity Shop de Walter Booth. Donc ici, on est un petit peu dans un cabinet de curiosité avec une armoire magique où il y a plein de créatures étranges qui sortent de cette armoire, dont une fantôme. Je vous laisse apprécier. Donc ici, vous aurez reconnu la technique de la surimpression, à savoir il y a deux images, enfin, sur le même film, il y a deux fois l'image qui est, dont une en transparence, vous aurez pu remarquer, qui sera fortement utilisée d'ailleurs dans les années qui suivent également. Alors on avance, et cette fois-ci, on parle du cinéma qui va suivre la Première Guerre mondiale et qui a fortement impacté à la fois donc, la société en général, mais beaucoup la population féminine. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un déséquilibre démographique, à savoir, c'était une vraie boucherie, et clairement, il n'y avait plus assez d'hommes pour qu'il y ait assez de couples pour se marier, etc. Donc, il y avait une forte population féminine qui s'est retrouvée célibataire. Et qui, surtout pendant la guerre, les femmes se sont retrouvées, vous le savez bien, avec beaucoup plus de responsabilités, mais qui dit plus de responsabilité dit aussi plus de liberté quelque part. À savoir, elles sont habituées à porter le pantalon, à travailler, etc. Et forcément, en après-guerre, ça a donné cet énorme groupement de femmes avec beaucoup de responsabilités et de liberté qui ont mené à la figure de la garçonne, qu'on reconnaît, qui est assez facile à reconnaître grâce à cette coupe très courte que Louise Brooks a popularisée. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire Les garçons, mode et fantasmes des années folles de Christine Barr, qui est passionnant. Elle y parle aussi beaucoup de l'aspect transgressif de cette figure. Et c'est une figure qui va du coup beaucoup marquer le cinéma qui la suit. Alors je vais commencer à montrer ces trois films qui sont, selon moi, qui montre un peu les matrices des films qu'on aura par la suite. Donc, à savoir, dans ce premier cas, le film de Maison hantée. Je vais vous parler de ce film de The Ancestress et de la représentation du fantôme dans The Ancestress. Donc, c'est un film muet autrichien de 1919 qui a été réalisé par les époux Jacob et Louise Fleck.
Ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer un film de femmes, parce qu'il y avait des réalisatrices femmes à l'époque du muet, mais on n'en parle pas assez. Donc je commence avec une réalisatrice. Il est considéré comme l'un des premiers longs métrages parlant de maisons hantées. Donc au niveau de l'histoire, l'ancêtre d'une lignée noble revient hanter sa demeure. En fait, elle ne peut pas rejoindre le repos éternel, tranquille, tant que toute sa lignée ne sera pas morte. Donc, les deux derniers descendants de sa lignée viennent s'installer dans son château. Donc, un père et sa fille qui n'est pas encore mariée. Le père aimerait bien qu'elle se marie, mais voilà, elle ne veut pas se marier avec n'importe qui. Bon, elle finit par avoir des vues sur un noble, Jaromir, mais qui finalement n'est pas forcément ce qu'il semble être. Du coup, la fantôme se dit tiens, c'est l'opportunité, peut-être, vu qu'ils sont plus que deux, pour les hanter, leur faire très peur, qu'ils meurent de cette peur, et peut-être enfin réussir à me reposer éternellement, quand même. Donc, je vais vous montrer un extrait d'une de ces apparitions. Voilà. Au niveau du procédé de représentation du fantôme, alors pas de surimpression pour cette fois-ci, les réalisateurs et la réalisatrice jouent simplement avec les ombres et les lumières, ce qui fonctionne parfaitement. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est le côté de la surimpression qui n'existe pas, et quand même un petit peu présente avec le travail sur le voilage qui est tout en transparence. Alors au niveau de ce fantôme, on voit l'idée de transmission générationnelle. Cette idée de transmission est renforcée par le fait que à la fois la jeune fille et la fantôme sont jouées par la même actrice. Et c'est quelque chose qu'on reverra beaucoup par la suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on y voit du coup une société noble sur le déclin. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu des frontières beaucoup plus poreuses entre les classes et les nobles se sont retrouvés avec une espèce de dégradation de leur situation sociale, on va dire, ce qui peut un petit peu être montré dans ce film. On voit aussi donc, le rôle de la femme dans la société d'après-guerre. On sent qu'il y a des peurs liées à la position des femmes et au fait qu'elles se retrouvent du coup avec beaucoup plus de responsabilités. On voit que ça peut être une métaphore de la pression imposée aux femmes de l'époque. Et ce qui m'intéresse aussi, du coup, c'est l'aspect psychologique du fantôme féminin, parce que, effectivement, comme les deux personnages sont joués par la même actrice, on peut imaginer que le fantôme est en fait les reflets des peurs de cette jeune femme, tout simplement. Alors, je vais enchaîner avec Smiling Through, où l'idée de fantôme guide spirituel. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les années 80-90. Cette idée qu'un fantôme est mort, mais qui va aider un personnage toujours vivant à retrouver l'amour, à faire la paix avec lui-même. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans ce film. Donc Smiling Through, c'est un film américain réalisé par Sidney Franklin de 1922. C'est encore un film muet. Au niveau du pitch, on suit la jeune Kathleen qui est envoyée vivre chez son oncle, un veuf qui n'arrive pas à tourner à la page de la mort de sa femme le jour de leur mariage. Cette jeune Kathleen, elle tombe amoureuse d'un jeune homme, sauf que bon, le pauvre, il s'appelle Kenneth Wayne, et son oncle a décidé qu'il détesterait absolument tous les hommes qui s'appellent Wayne, parce que le meurtrier de sa femme s'appelle Wayne. C'est absolument logique. Du coup, il a décidé de dire non, du coup, tu ne vas pas te marier avec lui, ce n'est pas possible. Évidemment, sa femme, qui est morte, qui est un fantôme, hante encore la maison. Elle est très triste de le voir bloqué dans cette situation et va essayer de faire en sorte qu'il tourne un petit peu la page pour que sa jeune nièce puisse, elle aussi, trouver l'amour. Le film se passe du coup pile pendant la Première Guerre mondiale, ce qui sera intéressant par la suite. Alors, j'essaie de mettre le petit extrait
Et la voilà qui arrive. Alors du coup, au niveau de la représentation, on voit qu'il y a l'utilisation de la surimpression toujours, mais cette fois-ci, on joue beaucoup moins sur l'ombre et la lumière pour lui donner quelque chose de plus éthéré, de plus doux, parce que c'est pas un fantôme qui est fait pour faire peur. C'est un fantôme qui va du coup aider les vivants toujours. Au niveau des thématiques, bon, évidemment, on retrouve les thématiques du destin et des amours tragiques. Je ne vais même pas insister plus dessus, ça me paraît assez clair au niveau du synopsis. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle. Parce que, encore une fois, c'est la même actrice qui joue le rôle des deux personnages féminins. Et donc, je termine mon tour des 3 films post-Première Guerre mondiale avec Supernatural, ou le film de possession. Alors, Supernatural est un film américain de Victor Halperin qui est sorti en 1933. C'est le premier film parlant de ma sélection. Il préfigure en partie les films de possession où un fantôme revient prendre possession du corps d'un être vivant et non pas les possessions démoniaques, évidemment. Alors, au niveau du petit pitch, on suit Ruth Rogan qui est accusée d'avoir tué 3 hommes. Elle est exécutée et elle devient l'intérêt d'un médecin expérimental qui est persuadé que l'esprit de la tueuse peut s'emparer d'un autre corps. D'un autre côté, on suit une jeune héritière, Roma Courtenay, jouée par Carole Lombard, dont le frère jumeau vient de mourir. Elle décide d'aller voir un médium qui est un charlatan et qui veut lui récupérer sa fortune. Mais qui est également l'ancien amant de la meurtrière qui a été tuée. Donc pendant une des séances, la meurtrière arrive à prendre à s'emparer du corps de la jeune femme, de l'héritière, et essaye ainsi donc de se venger de son ancien amant. Donc là, je vais vous montrer 2 petites séquences. Donc évidemment, l'arrivée du fantôme dans le corps. On verra qu'il y a encore une fois l'utilisation de la surimpression. Et ensuite, un moment où le Carole Lombard est possédé par l'esprit de la meurtrière et du coup sa manière d'agir qui est en contraste avec l'image de la blonde, éthérée, douce, qui est jouée par Carole Lombard au début du film. Il y a du son ou bien ? On va couper là parce que du coup, ça sans le son, c'est pas aussi parlant. Au niveau donc, des représentations du fantôme, donc on voit bien très clairement que là, le fantôme est un symbole de vengeance. Sauf que le film a quand même l'intelligence de nous laisser un petit peu d'empathie pour ce personnage et surtout de nous laisser croire que peut-être elle n'est pas forcément coupable, ce que je trouvais assez malin. Ensuite, il y a évidemment la dimension psychologique du fantôme. On voit que le fantôme peut aussi être tout bêtement la projection des démons intérieurs du personnage de Carole Lombard, qui est peut-être empêché et énervé par sa situation de femme qui doit rester douce. Mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le fantôme est une représentation du pouvoir féminin et des peurs qui sont liées au fait que les femmes qui ont du coup ont pris plus de pouvoir suite à la Première Guerre mondiale soient vues comme une menace pour la société. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est une représentation de la sexualité qui est très forte. Bon, alors, dans la fin de l'extrait, normalement, on voyait un petit peu mieux, mais elle avait des attitudes très, très suggestives. Sur le tableau, on la voyait nue sous un drap. C'est quelque chose qui va pas forcément plaire à tout le monde, et ça va m'amener à mon point suivant, à savoir... Pas du tout.
L'arrivée du code Hays. Donc le code Hays, c'est un ensemble de règles qui ont été établies à partir de mars 1930, mais qui ont surtout commencé à fonctionner à partir de 1934, qui ont pour but de montrer des films décents. Donc par exemple, un baiser ne peut pas durer plus de 30 secondes, on ne peut pas avoir de nudité, etc., etc. Ce qui m'intéressait, c'est comment certains réalisateurs, donc là en l'occurrence Norman MacLeod, ont pu se servir de ces règles et de la figure du fantôme pour évoquer la nudité, évoquer quelque chose de plus léger, mais en se servant du coup des codes liés au fantôme, à savoir l'invisibilité. Donc dans ce cas-là, je vais vous montrer Topper, qui s'appelle Le couple invisible en français, où on suit... Il est sensible. Sensible. C'est le fantôme. Un jeune couple assez fortuné, joué par Cary Grant et Constance Bennett, qui se retrouvent tués dans un accident de la route. Ils se retrouvent coincés sur Terre en tant que fantômes et ils se disent tiens, si on est coincés sur Terre, c'est peut-être parce qu'il faut qu'on fasse une bonne action pour arriver au repos éternel, encore une fois. Donc ils décident d'aider un financier, mais qui est très, très rustre, très monotone, à lui redonner un petit peu goût à la vie. Et c'est donc un petit peu ce qui se passe. Donc là, il y a Constance Bennett, Marion, dans le film, qui va traîner un petit peu ce Topper un peu partout dans les villes, lui faire vivre des trucs terribles. Donc là, notamment, elle est rentrée dans un magasin de sous-vêtements, de vêtements, et elle essaye, en tant que fantôme invisible, des vêtements. Donc ça fait effrayer tout le monde, je vais vous montrer. Man, what are you up to now? Here I am, Toppy. Et voilà, donc vous voyez les sous-vêtements qui volent comme ça. Donc ça Man, you promised to be good and... montre la nudité sans la montrer. Voilà. Juste, bon, du coup, pour dire 2-3 trucs, c'est intéressant aussi avec ce film, c'est que le personnage de Marion, donc la fantôme, est très piquante, très drôle, très indépendante, avec énormément de liberté. Et tout ça, on imagine que ça vient vraiment avec cette émergence de la figure de la Garçonne qui a vraiment marqué profondément la représentation des personnages féminins de l'époque. Donc je vais passer la parole à ma collègue Jess qui va du coup vous parler cette fois-ci des maisons hantées. Merci Léo. Alors, donc on impute ceci au sol sur lesquels ces maisons sont bâties aux gens en fait qui occupent ces demeures. Il y a quand même certaines maisons qui nous donnent un sentiment d'être observées, un sentiment de malaise. Et c'est le cas de Hill House, qui du coup est un manoir qui a été rendu célèbre par l'autrice Shirley Jackson dans son roman de 1959, La Maison hantée. Sa protagoniste principale, Eleanor Vance, dont je vais parler vraiment de toutes les adaptations en fait, et c'est surtout elle qui va être au cœur quand même du sujet, va en faire les frais. Et donc, que nous apprend cette étrange connexion entre elle et Hill House sur les femmes, comment évolue ce personnage au travers des différentes adaptations de ce roman, et comment le cinéma va créer les codes à partir de cette œuvre. Hill House, que l'on peut lire aisément, Hill House de l'anglais Maison malade, a beaucoup de choses à nous dévoiler. Et les films de maison hantée s'en donnent à cœur joie depuis près d'un siècle maintenant. Et une chose est sûre, au centre de ces histoires fantomatiques réside presque toujours une femme. Donc on a souvent considéré de manière péjorative la sensibilité en fait, des femmes. Il paraît qu'on est plus souvent fragile, qu'il faut prendre soin de nous. Pourtant, je ne vais pas faire l'affront de comparer notre résistance à la douleur avec les messieurs présents dans la salle. Mais bon... Donc la plupart des personnages féminins ne mettent jamais bien longtemps avant de sentir qu'il y a quelque chose d'indéfinissable, en fait, de présent dans ces demeures et qui s'adresse à elles. Moi, je préfère parler d'intuition, ce que beaucoup nomment un sixième sens. Et on renforce souvent cette idée dans les films ou dans les œuvres littéraires également, avec un aspect où certaines femmes vont être veuves ou affectées par la perte d'un enfant, d'autres victimes d'un conjoint abusif, ou bien certaines sont en quelque sorte des inadaptées. C'est le cas d'Eleanor Vance dans le roman de Shirley Jackson, ainsi que dans l'adaptation de Robert Wise, la première des adaptations, donc La Maison du Diable. Et en fait, c'est une femme qui n'a pas du tout les codes sociétaux. Elle a vécu au chevet de sa mère malade pendant des années, avec un puritanisme très ancré autour d'elle. Donc, pas les codes sociétaux, pas les codes de l'amour. Et le relationnel mondain, en fait, est rendu difficile parce qu'elle a une peur chronique d'être jugée en permanence. Et dans le cas précis du roman, Hill House est le reflet d'Eleanor. Elle est inadaptée, bancale, mal construite, mal aimée.
Et les autres protagonistes représentent à tour de rôle les divers choix amoureux en fait, qui s'offrent à elle, maintenant qu'elle est émancipée du carcan puritain de sa mère. Dans la version 99, qui n'est pas la plus inoubliable, on va dire, en tease, Eleanor Vance, qui sera là interprétée par Lily Taylor, elle est appelée au sens propre en fait par la maison. Et sa quête, c'est pas franchement l'amour, c'est plutôt l'appartenance, trouver sa place au sein d'une véritable famille qui, en réalité, en fait, réside en Hill House. Et son intuition va très très vite l'amener à découvrir une histoire cachée en fait derrière. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ces murs et quel est son lien avec la demeure? On a un lien beaucoup plus maternel. Et quant à la série télé The Haunting of Hill House de Mike Flanagan, donc, qui est la plus récente de toutes ces adaptations, puisque c'est 2018, c'est en l'occurrence toute une famille qui, à tour de rôle, sera victime de Hill House. Mais il faut signaler que la maison, en fait, elle est malade au sens propre du terme. C'est une maison qui est infestée de moisissures qui peut la rendre, en fait, potentiellement dangereuse. Donc on peut rationaliser, en fait, la situation et penser plutôt à une intoxication qui peut provoquer des hallucinations collectives, plus ou moins importantes. En l'occurrence, là, l'instinct de fuite, on va y arriver, sera ici provoqué par le père qui, une nuit, va emmener en fait ses enfants loin de Hill House, provoquant une rupture familiale qui entérinera en fait les névroses de chacun de ses membres. Mais c'est encore une fois le personnage de Nell, elle est plus fréquemment appelée Nell, Eleanor Crane, qui devient Eleanor Vance par mariage, qui endeuillée est toujours hantée par les apparitions du fantôme au cou tordu, pour ceux qui s'en rappellent, et qui ressentira le besoin indéfinissable en fait, de retourner à Hill House. Donc en gros, la sensibilité, l'intuition des femmes leur confèrent une sorte de don pour percevoir et pour communiquer avec l'au-delà. Merci. Alors, afin d'aborder ce point, je voulais revenir un petit peu en arrière au 19e siècle, à cette époque où les femmes étaient dites donc des spirites, ce que tu as déjà évoqué Léo, qui essayaient en fait tant bien que mal aussi de s'émanciper d'un modèle classique. Malheureusement pour elles, le schéma social reste le même, les femmes au guéridon, les hommes au bureau. Elles conservent le rôle d'hôtesse, d'accueil des esprits dans leur salon, sans parler des stéréotypes véhiculés par cette profession. Pire encore, les femmes spirites sont étudiées, car oui, là encore, il semblerait que les savants aient toujours préféré choisir une femme à un homme pour étudier la communication avec les morts. Donc elles étaient malmenées, dénudées, crucifiées. Les hommes vont pratiquer sur elles des examens bucco-gynécologiques et les contraindre même à utiliser des laxatifs, des vomitifs, pour être sûr qu'elles n'utilisaient pas en fait des objets pour communiquer avec les morts. Lunaires, pardon. Alors, ces chercheurs vont du coup instrumentaliser encore une fois ces femmes à l'usage des esprits. Elles sont un passage, un vase communicant, un réceptacle en sorte, un simple outil. Le cinéma, lui, va préférer se cantonner au folklore du spiritisme, continuant d'enfoncer le clou de ces femmes médiums, ces femmes descendantes des sorcières, quelque part. Dans le film Ouija, Les Origines, pas le premier, de Mike Flanagan, on joue avec le charlatanisme et le don avéré. On rappelle le danger de jouer avec les esprits, l'influence que ceux-ci peuvent avoir sur nos vies, et à quel point on a le besoin viscéral et instinctif de savoir qu'il y a une vie après la mort. Lorsque Theodora Crane, dans la série, touche le corps sans vie de sa sœur Nell, son don lui montre à quel point l'enveloppe charnelle après la mort est vide. Elle n'obtiendra rien par le corps. En revanche, l'esprit de sa sœur et de leur mère seront une richesse dans la transmission des messages d'outre-tombe. Alors, qu'il s'agisse d'un manoir comme Hill House ou d'une maison plus classique, le message semble toujours guider ou alerter la femme qui le reçoit. Par exemple, dans le film Apparence de Robert Zemeckis, le fantôme qui hante Michelle Pfeiffer cherche à l'avertir quant à la vraie nature de son mari. C'est également le cas du personnage d'Edith Cushing dans Crimson Peak de Guillermo del Toro. Et dans bon nombre d'écrits ou de nouvelles, on découvre que les femmes qui ont un mari coupable de violences domestiques, de meurtre ou encore d'adultère sont en quelque sorte guidées pour découvrir la face cachée de leurs époux, voire même aidées pour mettre fin à cette relation et que justice soit faite. Dans le roman de Shirley Jackson, la maison va nourrir le besoin d'émancipation et de liberté d'Eleanor Vance envers les convenants, de découvrir les plaisirs de la chair tout en la confrontant en fait à ce qui l'effraie le plus, sa vraie nature. De même, la perte d'un être cher et le refus de celle-ci peut aider à créer l'entité dont elle est victime. C'est un petit peu différent, mais je vous citerai l'exemple de Mr. Babadook de Jennifer Kent, où en gros c'est le deuil qui va nourrir l'entité qui va entre guillemets les attaquer. Ou encore, c'est un peu le même cas dans La Maison des Ombres aussi, où Rebecca Hall s'acharne à rationaliser en fait des phénomènes dont elle est témoin parce qu'elle a un rejet total de la mort de son enfant.
D'ailleurs, dans la culture amérindienne, on parle d'histoire paoni, en fait, pour traiter la perte d'un être, le chagrin et l'incapacité, en fait, à oublier. Et il y a aussi les femmes endeuillées qui, a priori, semblent recevoir un message très commun, bâtir ou créer. Merci. Donc, par exemple, le cas concret et réel, bien réel, hein, de Sarah Winchester, c'est un très bel exemple. Elle a été endeuillée jusqu'à sa propre mort, en fait, par la perte de son époux. Et elle aurait suivi en fait les instructions de construction que les esprits lui communiquaient tout au long de sa vie. Donc c'est pour ça que la maison Winchester, qui est située à San José en Californie, c'est une des plus grandes curiosités architecturales et aussi un des lieux les plus hantés en fait jamais explorés quoi. Et son cas en fait d'ailleurs a inspiré Stephen King dans la création du personnage d'Ellen Rimbauer. Je vais vous en dire plus. King, en fait, est très très fan de l'œuvre de Shirley Jackson et dans les années 90, il décide de réécrire un remake, en fait, une réadaptation de son œuvre qui était à la base destinée à Steven Spielberg, mais en fait, ils se sont jamais mis d'accord sur le sujet. Donc, King, il a remanié en fait son histoire. Il est allé voir son copain Mick Garris et ils ont incorporé en fait l'histoire de Hill House et l'histoire de Sarah Winchester pour créer la mini-série Rose Red et le personnage d'Ellen Rimbauer. Donc qui, elle, en l'occurrence, pareil, va reprendre tous ces codes-là, architecture, construction, mysticisme, et on va aussi y retrouver, quelque chose qui est très présent dans le roman de Shirley Jackson, c'est que le personnage d'Ellen Rimbauer se rapproche également d'Eleanor Vance par sa complicité amoureuse avec sa servante Sukina. C'est un sujet très présent le lien entre Theodora et Eleanor Vance. Pour ce qui est de la partie plutôt la création en tant que telle, je vais extrapoler un petit peu et parler vite fait de la série Shining Vale, où on voit Courtney Cox qui est sous l'influence des esprits de sa demeure et à l'instar d'un Jack Torrance, vont lui indiquer comment créer son prochain roman. Alors il faut savoir quand même que la création pour atteindre le succès, ça semble plutôt majoritairement destiné aux hommes. Mais du coup, l'exemple de Shining Vale est suffisamment rare pour être mentionné, quoi. Ici, quand ça se passe comme ça, pour la réussite, les fantômes imposent leur volonté en fait à celles qui veulent cohabiter avec eux. Et le processus créatif est un équilibre fragile, une soumission aux ordres qui se voit déstabilisée lorsque ces femmes se rebellent et n'acceptent plus d'écouter. Merci. Alors, donc comme un petit peu évoqué, et comme j'imagine vous le savez, vous le constatez, la plupart du temps, les manifestations, elles y vont crescendo en fait dans les films, jusqu'à une sorte de destruction finale. Au sens propre du terme, la demeure, elle peut voler en éclats, comme dans Rose Red, ou encore se transformer en quelque chose de vindicatif, comme dans Antis, qui va menacer en fait tous les protagonistes, offrant un spectacle d'effets numériques plus ou moins réussi. On va pas se... D'un point de vue plus métaphorique, il peut s'agir de l'implosion d'un noyau familial toxique, comme c'est écrit pour la série en fait The Haunting of Hill House, qui en général mène à la réconciliation, l'affrontement final et collectif, resserrant les liens. Shirley Jackson poussera Eleanor à se détruire elle-même en sous-entendant que c'est elle que la maison... en sous-entendant qu'elle est réellement hantée et que c'est Hill House qui veut qu'elle reste ici et qu'elle-même veut absolument rester ici et appartient à l'endroit. Je précise que dans la version de Robert Wise, on écourte un petit peu plus le sujet et on conclura qu'Eleanor s'est suicidée en proie à la folie. Folie qui sera le sempiternel diagnostic masculin à l'encontre des femmes. Alors... Si la maison a cette force de persuasion, c'est parce qu'elle est sans cesse mise à l'échelle humaine et traitée comme telle. Même le docteur du roman ou des films parle d'elle à la manière d'un psychologue parlant de son patient. Un des codes communs à la plupart des œuvres se déroulant dans une maison hantée ou habitée par une entité est que les femmes réceptives ne trouvent quasiment jamais grâce auprès de leurs conjoints, de leurs collègues, des scientifiques qui partagent leur aventure. Elles sont cataloguées de folles, d'hystériques, j'irais jusqu'à dire d'hérétiques à conduire au bûcher dans une version moins contemporaine. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas percevoir quelque chose que cela n'existe pas. Et il est, pour ainsi dire, toujours trop tard pour la victime lorsque les autres font face à l'inéluctable vérité. Heureusement, certains métrages tendent à changer ce cliché poussiéreux, tout comme globalement l'a fait Mike Flanagan avec la série, par exemple. Mais il semblerait que nous restions frileux à accepter l'inacceptable. Alors, donc je vais conclure avant de passer le micro à Milo, voilà, le micro à Mylène, ça c'est fait.
Alors, donc, pour revenir un petit peu, essayer de résumer ce que j'ai dit rapidement, donc les fantômes de ces maisons hantées soumettent les femmes à satisfaire leurs intentions autant qu'ils les guident dans leur vie, leur découverte, les forcent à se dépasser et à braver l'interdit. Les femmes ont une sorte de don naturel qui peut être étoffé ou inexploité, mais que ces lieux réveillent et utilisent. Et les entités vont se manifester, transmettre un message, les manifestations s'intensifiant jusqu'à ce qu'elles acceptent cette nouvelle perspective de leur réalité, de leur vie, d'une version d'elles-mêmes à laquelle elles refusaient de croire. Donc accepter la vie après la mort apaise celle qui reste, nourrissant notre besoin de continuer au-delà du corps terrestre. La recherche perpétuelle de cette vérité sur la vie après la mort n'ayant toujours pas une réponse concrète, il semblerait qu'on continue longtemps à croire et longtemps à douter. C'est l'inverse. Qu'on mette encore longtemps en fait à douter de ce que nous voyons. Et je me dis toujours, et si un jour nous avions cette réponse, est-ce qu'on serait vraiment enclin à croire aveuglément ? Est-ce qu'on accorderait notre confiance et notre croyance à celles qui disent qu'elles voient sans condition en lui épargnant ce traitement et ce jugement ? Je pense que le chemin est encore long. Et je vais me permettre, je veux bien que tu passes la dernière diapo, s'il te plaît. Merci. Vous avez les lieux de tournage un peu des films que j'ai cités. Super. Et permettez-moi du coup de terminer en citant Eleanor Vance dans le roman. Les voyages s'achèvent quand les amants se rencontrent. Du coup, j'ai pas très bien introduit Mylène, mais donc à Mylène et Léo, fantôme en Congué. Alors, je vous conseille de vous mouiller un peu la nuque avant de plonger, parce que là, on va un petit peu changer d'ambiance. On va partir dans le monde des esprits, dans le cinéma hongkongais, et plus précisément à travers 3 décennies, donc les années 70, 80 et 90. Il faut savoir que les fantômes dans le cinéma hongkongais, c'est un genre qui a été très riche durant ces 3 décennies, qui emprunte à énormément de genres. Donc les arts martiaux, la comédie, la romance, le mélodrame, et parfois c'est tout dans le même film. Ça peut être un peu brouillon, mais ça existe. C'est un genre qui a effectivement connu beaucoup d'influence, c'est un grand essor à la fin des années 70 et qui est devenu progressivement un genre majeur dans les années 80 puis 90. Dans les années 70, on est face à une décennie d'évolution et de transition, mais aussi un essor des films de sabre, de kung-fu, ainsi que les films inspirés du folklore local, plus précisément le folklore chinois. Le cinéma hongkongais, il va progressivement devenir un cinéma plus marqué, et notamment en ce qui concerne le cinéma de genre. Vous connaissez probablement des films de catégorie 3. Vous savez un petit peu le style de film que c'est. C'est gore, c'est violent et ça tâche. J'ai choisi de vous parler pour les années 70 dans un premier temps de The Enchanting Ghost, qui je trouve est très très représentatif de la première partie des années 70. Ici, on est sur une histoire de fantôme produite par la Shaw Brothers. Donc, pour le contexte, la Shaw Brothers, c'est une société de production hongkongaise qui avait vraiment le monopole jusqu'à la moitié des années 80 et qui est un peu le pendant hongkongais de la Hammer. Ici, dans ce film, on se situe vraiment typiquement dans ce qui se faisait en studio dans les années 70, mais aussi avec des inspirations aux opéras Wang-Hae en fait, des années 60. Et notamment dans le fait que en fait, le jeune érudit est joué par une jeune femme. Donc ça, c'est typiquement repris des conventions des opéras. Ici, dans ce film-là, on va suivre un jeune érudit qui se retrouve sans maison et qui va du coup décider de vivre dans une maison dite hantée. Il va faire la rencontre d'une mystérieuse jeune femme qui n'a d'égal de son mystère que sa beauté et va en tomber follement amoureux. Tout le village est persuadé que cette jeune femme est un fantôme, elle n'en est pas une. Elle va être empoisonnée et comme dans beaucoup de films de cette période-là, l'empoisonnement va la défigurer et elle va choisir de se suicider. Elle va progressivement se transformer en fantôme. Et là, on va s'inspirer justement du folklore chinois avec une illustration des Nungui, qui sont des fantômes vengeurs de femmes qui, de leur vivant, ont connu une injustice morale, des violences, donc conjugales aussi, et qui la plupart du temps se suicident. C'est des fantômes qui sont habillés en blanc ou qui peuvent être aussi vêtus de rouge pour symboliser leur colère. On a aussi quelques variantes où on a ces femmes-là qui séduisent leurs victimes et qui leur aspirent leur yang. C'est des sortes de succubes qu'on pourra par exemple voir dans des films tels que Histoire de fantômes chinois. Donc dans le début des années 70, on est sur des films qui sont quand même relativement doux. Et en fait, les thématiques récurrentes sont souvent l'amour et la vengeance, et parfois dans le même film. Notamment dans The Devil from Hell, où là, typiquement, on a une femme qui est à la fois une humaine et qui va être amoureuse de son mari, et qui va prendre aussi la forme d'un fantôme et se venger des hommes qui l'ont tué.
Donc, à la moitié des années 70, on a vraiment un changement de ton. Tout à l'heure, je vous ai dit que les films étaient assez doux, qu'on avait encore un petit peu d'amour. À la moitié des années 70, on commence à arriver vers le cinéma qui taille, justement, vers la pré-catégorie 3, et vers des choses un petit peu plus horrifiques. Ici, ce film-là, c'est un film qui est réalisé par un réalisateur coréen, et on voit qu'on a aussi des inspirations aux fantômes japonais. On reprend aussi la figure d'Unungui avec cette femme vengeresse, et il s'agit aussi d'un remake d'un film coréen, The Black Air, sorti 1 an plus tôt. Et vraiment, on commence à voir en fait les codes de ce que va être le cinéma hongkongais, et notamment les fantômes féminins, dans les années 80. Mais le film qui va vraiment poser les bases et le brouillon de ce qui va être les années 80 dans le cinéma hongkongais, et notamment les fantômes féminins, c'est Spirit from the Raped, qui là, en fait, nous montre une femme qui a été bafouée de son vivant, qui a vécu énormément de traumatismes et qui décide de mettre fin à ses jours. De son suicide, il ne restera que sa robe rouge, et elle reviendra sous le forme d'un fantôme vengeresse, où là, sa colère n'aura plus de limites. Et ici, on voit en fait les prémices donc, de la catégorie 3 et quelques éléments qu'on retrouvera plus tard dans les années 80 dans des films tels que Seeding of a Ghost. Donc, vous voyez par exemple qu'il y a quelque chose qui est assez récurrent dans ce cinéma-là, jusque dans les années 80, c'est qu'on a énormément de couleurs, c'est très très pop, et on a aussi des éléments donc avec des tropes en fait qui vont être créés, comme dans le cinéma gothique de la Hammer, tels que l'étang en fait brumeux avec du rouge, du vert. On aura aussi le trope de la bougie, mais des éléments qui tachent un petit peu plus, et du vomi vert fluo. Donc à partir de la moitié des années 70, vraiment, je vous l'ai dit, c'est vraiment une phase de transition. Et dans les années 80, on va avoir des films qui vont vraiment lancer un grand mouvement de développement des fantômes féminins et de cette figure-là, et notamment le film X, qui est un très bon exemple, qui est réalisé par le même réalisateur que Spirit of the Raped, qui est un réal qui s'est spécialisé dans le cinéma d'horreur hongkongais, notamment avec des films comme The Ghost Eyes ou encore The Boxer the Man, qui là encore est un film de pré-catégorie 3. Je vais y arriver. C'est un film très intéressant parce que, encore une fois, c'est un film qui symbolise tout ce que vont être les années 80. Et alors, tandis que dans les années 70, on est plus sur de la romance, de la vengeance, dans les années 80, il y a vraiment deux mouvements qui s'opposent. C'est à la fois, on a beaucoup d'inspiration aux racines, au folklore chinois, des références. Donc dans X, on va avoir des références justement aux étangs, des studios de la Shaw Brothers. On va avoir aussi des références à la Hammer, des choses plus traditionnelles, des thèmes qui étaient aussi récurrents dans les années 70, tels que les violences conjugales ou encore le meurtre, la trahison, la vengeance, et des expérimentations, parce que cette période-là, tous les réalisateurs, enfin une partie des réalisateurs hongkongais vont à l'étranger pour se former et ramènent des nouvelles techniques, des nouvelles inspirations. Ici, on a vraiment des expérimentations techniques, des effets spéciaux au niveau de la présentation des fantômes, donc comme vous l'avez vu avec cette tête parlante. Et c'est un film qui s'inspire des Diaboliques et de Kwaidan. C'est un film en fait qui va nous conter l'histoire d'une jeune femme qui subit des violences conjugales de la part de son mari, et qui va être trahie par sa domestique et son mari qui vont tenter de la tuer. Et elle reviendra, bon, je ne vais pas tout vous spoiler, il y a un petit twist, mais elle reviendra pour se venger de ses agresseurs. Donc dans les années 80, on va avoir pléthore de films. Je vous en ai vraiment mis qu'un échantillon les plus marquants. Donc on va avoir des suites à X, puisque ça fonctionne très très bien. Ces suites sont très anecdotiques, mais elles représentent aussi ce qui se passe dans les années 80. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, il y a énormément de censure. Et du coup, dès qu'on propose de l'horreur, c'est soit des choses qui vont tenter de tâcher et qui vont pas du tout respecter la censure, soit on va mettre de la comédie. Donc typiquement, c'est ce qui se passe avec les deux premières suites de X, où on va tenter toujours de désamorcer la figure du fantôme, soit finalement par de la comédie, soit par de la romance comme Esprit d'amour. Et en fait, à part quelques exemples qui vont annoncer justement la pré-catégorie 3, finalement, contrairement à d'autres pays comme le Japon, on n'aura pas en fait cette figure si marquée en termes d'horreur pour le fantôme féminin. Ensuite, dans la moitié des années 80, on va vraiment avoir un basculement, parce que si dans les années 70, la Shaw Brothers était très présente et proposait énormément de films de fantômes féminins, on va avoir on va dire le chant du cygne, donc Seeding of a Ghost, qui est un pré-catégorie 3, qui compte l'histoire d'une jeune femme qui s'est fait tuer par ses deux amants. Son mari va la ressusciter sous la forme d'un fœtus, qui va tuer tous les gens qui lui ont fait du mal. À peu près ça. Donc avec beaucoup de gore, et c'est très inspiré de Spirit of the Raped. Et on aura notamment Sex Beyond the Grave dans les années 80 aussi, en 84, qui signe en fait la fin du studio de la Shaw Brothers, qui
commence à arrêter de faire des expérimentations, à tenter des choses. La Shaw Brothers est totalement consciente qu'elle est vraiment en fin de vie et du coup décide de faire des rip-off de ce qui se faisait dans d'autres pays. On va commencer à calquer ce que fait l'Occident et finalement plus à avoir quelque chose de si traditionnel. Donc là typiquement on est sur une copie de Poltergeist, tout de même avec des thématiques assez récurrentes dans le cinéma hongkongais des années 80, à savoir les violences sexuelles. Ici on est sur un fantôme vengeur en quête de son enfant qui a été tué par des voleurs qui sont venus s'introduire dans sa maison. C'est un fantôme de mère avant tout. On reste tout de même sur un film très brouillon. Et encore une fois, on perd en fait ce qui fait la force du cinéma hongkongais, puisqu'on est quand même sur des codes qui sont relativement copiés du cinéma américain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment ce phénomène-là de copie du cinéma américain, notamment avec des films tels que The Ghost Snatchers, qui est typiquement un mix entre Poltergeist 3 et Ghostbusters, avec notamment une femme tueuse qui tue à travers une télé. On a quand même des belles expérimentations, mais en 87, on va vraiment avoir des petites pépites. En fait, c'est une année très très importante pour le cinéma hongkongais et pour les fantômes féminins. On va avoir encore une fois de la présence très importante des fantômes romantiques. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma hongkongais, et notamment le film Rouge, qui est un très bel exemple de ce qui peut se faire dans ces années-là. Rouge compte l'histoire de Fleur, qui est une courtisane qui a vécu au début du XXe siècle et qui va follement tomber amoureuse du maître 12, mais ils sont pas du tout du même monde et on va pas accepter qu'ils se marient, donc ils vont essayer de se suicider ensemble pour se retrouver en enfer. Ensuite, on va passer dans le futur et passer dans les années 80. Et Fleur erre dans les rues d'Hong Kong, dans un Hong Kong qu'elle ne reconnaît pas du tout. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est à la fois le fantôme de cette courtisane, mais d'un Hong Kong passé, parce qu'on a beaucoup de scènes en fait, d'architecture en fait, du Hong Kong passé. Donc c'est très très beau. Et spoiler alert, je suis vraiment désolée. Finalement, si elle ne retrouve pas son amant pour partir en enfer, c'est qu'il n'est pas mort. Et du coup, elle sera rudement déçue. Donc c'est ça la scène de fin où elle retrouve son amant qu'elle a cherché pendant plus de 50 ans dans les rues d'Hong Kong, qu'elle ne reconnaissait plus et qui finalement ne l'a pas suivie. Donc je vous dis tout à l'heure, vraiment les années 87, c'est une grande année pour le fantôme féminin, et notamment à travers un film, Histoire de fantôme chinois, qui est produit et écrit par Tsui Hark. Donc Tsui Hark qui lui va vraiment modifier justement l'image du fantôme féminin, parce que dans les années 80 on va avoir énormément de films de fantômes, je vous l'ai dit, avec un gros pic, donc pas que pour les fantômes féminins, et notamment des représentations très très misogynes dans des films tels que L'exorciste chinois. Et Tsui Hark, lui, vraiment il apporte des personnages féminins qui sont écrits, qui sont intéressants, et vraiment il donne une certaine d'aspect très poétique de fable, et lui aussi il plonge en fait ses inspirations dans les traditions telles que les histoires courtes de Pyong Songling. Donc vraiment, encore une fois, on va avoir à la fois un croisement entre des techniques qu'il va prendre en fait d'autres pays, notamment il va s'inspirer des effets spéciaux d'Evil Dead dans ses plans, dans les FX, vraiment on va avoir quelque chose de très très foisonnant, et des inspirations au folklore chinois avec justement des fantômes comme les Nyungi. On est aussi sur un phénomène très très intéressant, parce que il faut savoir que les fantômes pour Hong Kong, c'est un genre très florissant, mais c'est un genre surtout qui illustre les craintes que peuvent avoir les Hongkongais, parce que Hong Kong est rattaché à l'Angleterre depuis 1857, mais va revenir à la Chine le 1er juillet 97, et durant toute cette période-là, on a vraiment une peur du changement, une crainte de l'inconnu, et ces films de fantômes vont servir aussi un petit peu à exorciser ces peurs. Avec Histoire de fantôme chinois, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir une histoire d'amour éternel et impossible entre la Chine, donc qui sera du coup représentée par le spectre d'une femme, et Hong Kong, donc avec le jeune homme qui va en tomber follement amoureux. Donc on va avoir tout un phénomène qui va se développer à travers la franchise des films Histoire de fantôme chinois. Dans le deuxième film est toujours produit par Tsui Hark. On est vraiment sur un film qui finalement devait être plus drôle et en fait va devenir un peu plus macabre. Il représente le choc traumatique qu'a subi l'Asie. Et là, on est sur des fantômes qui sont des faux fantômes. On est vraiment sur un film de faux semblants. En 91, on va avoir un troisième film qui là sera plus un remake. Et cette fois-ci, finalement, le film sera moins sentimental, moins catastrophique,
à l'approche de la rétrocession, on va tenter de faire quelque chose de plus doux. Puis finalement, Tsui-Hark, pour fêter la rétrocession, décidera de faire ce dessin animé de Histoire de fantômes chinois, vraiment comme un événement symbolique. Donc c'est très intéressant d'étudier justement cette franchise qui aura énormément de rip-off sur un aspect politique. À savoir que je vous ai épargné la suite des années 90, car après c'est la totale dégringolade. Les représentations faites par Tsui-Hark, très romantiques, avec justement des inspirations au folklore chinois, quelque chose de très beau, très travaillé, et ces personnages féminins très intéressants. À partir de 92, on part sur des aspects beaucoup plus érotiques, avec des rip-off justement tels que Erotic Ghost Story, de Histoire de fantômes chinois, des choses beaucoup plus comiques et moins travaillées et finalement bien moins intéressantes. Et maintenant, je vais passer la parole à ma consoeur, Jessica. Alors moi, du coup, je vais évoquer les années 2000 avec les fantômes féminins japonais. Donc, je vous ai mis les deux exemples les plus connus avec Sadako dans Ring qui est sorti en 98 et Kayako dans Jun-On en 2002. Donc maintenant, c'est vraiment des figures qui font partie de la pop culture, qui sont connues dans le monde entier et qui a lancé une nouvelle vague. Mais évidemment, les fantômes féminins japonais sont très nombreux, très divers. Donc je vous ai mis One Miss Cold et The Locker, sur lesquels je vais revenir plus tard. Moi, aujourd'hui, je vais m'attarder surtout sur la figure de Onryo, mais donc une figure de fantôme féminin, pardon. Mais en fait, le Japon a évidemment plein de typologies de fantômes pour matérialiser leur peur. Donc on a des fantômes, des typologies de fantômes qui représentent des catastrophes naturelles, évidemment que le Japon connaît régulièrement, mais aussi des fantômes qui représentent des fantômes, des mères qui viennent d'accoucher ou des femmes enceintes. Donc je vous laisse vous tirer les propres conclusions de ce qui fait peur à la société. Concernant la figure de l'Onryo, en fait, donc c'est un fantôme féminin globalement. Parfois c'est un enfant, donc elle est reconnaissable avec ses longs cheveux noirs et souvent habillée en blanc. La particularité, c'est que souvent, c'est des femmes qui ont été victimes de féminicide. Globalement, c'est des morts très très violentes. En termes d'apparence, sinon, elles sont assez proches de l'humain. Donc, c'est pas des fantômes un peu transparents ou vaporeux qu'on a pu voir auparavant. Là, on est sur quelque chose parfois de très charnel. Par exemple, Sadako, on voit ses ongles arrachés. Là, dans One Miss Cold, c'est un fantôme qui est vraiment défiguré. On voit une espèce de chair. Et souvent, c'est des fantômes qui utilisent aussi la technologie humaine. Donc là, on voit bien une volonté en fait de rester attaché à l'humain, quoi. L'autre particularité, c'est qu'on ne peut pas résoudre le problème de ces fantômes-là. On ne peut pas les soulager, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les calmer. Du coup, mort violente, donc super vénère. Donc en fait, c'est des boules de haine en permanence. Et donc, il ne faut pas croiser leur chemin parce que de toute façon, vous allez mourir. Donc j'espère que vous n'allez pas en croiser du coup parce que voilà, ça sera fatal. Le dernier point que je trouve intéressant, c'est que en revanche, il y a des fantômes qui ont besoin de faire perpétuer leur histoire, parce que souvent dans ces films-là, il y a une séquence où l'Onryo en fait transmet des images en fait à l'héroïne ou au héros pour expliquer comment elle est décédée. Donc il y a vraiment cette volonté quand même de passer le message de voilà, j'ai été tuée et voilà de quelle manière j'ai été tuée, et souvent par des hommes. Voilà. Donc comme le cinéma est politique, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit focus sur qu'est-ce qui s'est passé politiquement au Japon fin des années 90, début des années 2000. Donc fin des années 90, il y a des lois qui permettent aux femmes d'arriver sur le marché du travail. Alors par contre toujours précaire, hein, évidemment, il ne faudrait pas demander autre chose. Globalement, l'idée c'est d'élargir les possibilités des temps partiels, des contrats courts, enfin bref, tout le travail précaire, mais en tout cas elles prennent la place quand même de certains hommes. L'autre problème que connaît le Japon, c'est qu'il y a une baisse de la natalité. Donc en fait, on a besoin des mères pour faire des enfants, évidemment. Mais aussi, on a besoin qu'elles travaillent parce que la population vieillit. Donc évidemment, il faut qu'on soit sur tous les plans comme d'habitude. Et ensuite, en 2001, il y a le Parlement japonais qui monte une loi contre les violences domestiques suite à une étude qui montre qu'il y a une femme sur 10 qui subit des violences domestiques, enfin conjugales, quoi. Et donc un bureau dédié à l'égalité des hommes-femmes qui a été créé. Bon, après, tout est relatif, c'est surtout l'histoire de communiquer un peu plus sur ces violences-là, d'ouvrir des places d'urgence, mais après, il n'y a pas de pénalité juridique, quoi. Donc voilà. En tout cas, ça a quand même un impact sur les femmes, parce qu'en 2006, il y a Le Monde qui a publié un article
sur l'histoire de Naoko Atanaka, en fait, qui est une femme qui a poussé sa petite fille du haut d'un pont par burn-out maternel. Et à l'époque, le monde parle en fait d'une augmentation d'infanticide de ce type suite à beaucoup de pression parce que faut être partout et faut être doué partout surtout. Donc après, qu'est-ce que ça donne comment le cinéma japonais traduit ça ensuite? Il y a notamment sur les figures de la mère qui est très présente. Donc il y a la figure du féminin monstrueux. Donc c'est une notion qui a été développée par Barbara Creed, qui est auteure de plusieurs livres féministes et cinéma d'horreur. Et donc elle parle d'une figure, comme son nom l'indique, d'une mère monstrueuse, maltraitante, toxique, etc. Alors là, l'exemple que je vous ai mis, c'est Carte, qui est sorti en 2004, qui reprend la légende de la femme à la lèvre fendue. Alors le film a complètement changé la légende d'origine, qui est en fait une femme qui est défigurée par son mari, parce que jaloux, normal. Mais là, ils ont complètement changé l'histoire en fait en prenant la figure d'une mère qui donc est infanticide parce qu'elle tue ses enfants petit à petit. Bon, voilà. Et donc elle est défigurée parce que son dernier fils arrive à se défendre et à la défigurer de cette façon-là. Et elle revient ensuite pour kidnapper des enfants et de continuer à les maltraiter parce que pourquoi pas. Donc voilà, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films. Dans The Locker, c'est une femme qui enferme un bébé dans un casier. Dans One Miss Called, la mère de l'antagoniste l'abandonne après qu'elle se rende compte qu'elle martyrise sa petite sœur. Enfin bref, c'est des choses qui reviennent très souvent. Donc soit on a la figure de cette mère un peu monstrueuse, soit on a la figure de la mère dite négligente, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans Ring et dans Darkwater notamment, c'est des femmes qui sont célibataires et qui travaillent, mais en fait le fait qu'elles ne puissent pas être mères totalement, enfin en tout cas ne pas se consacrer totalement à ça, font que leurs enfants sont mis en danger. Donc notamment dans Ring, c'est son petit garçon qui regarde la fameuse cassette vidéo. Dans Darkwater, c'est la petite fille qui se fait elle-même attaquer par la petite fille fantôme. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par Pascal Facry, qui a étudié notamment les héroïnes dans les films d'horreur, et notamment les films d'horreur asiatiques et leurs remakes. Donc après, en dehors de la figure des mères, qu'est-ce qu'on peut remarquer? En fait, moi, ce que je me disais, c'est que les Onryo, vraiment les fantômes très vengeurs, très vénères, ils ont un peu la double peine parce que déjà elles sont victimes de féminicide, mais ensuite derrière finalement elles ne peuvent pas trouver la paix et surtout en fait c'est comme je disais, c'est vraiment un déchaînement de haine envers n'importe quelle personne qui la croise. Donc on n'a pas vraiment d'empathie pour ces personnages-là parce qu'elles sont ultra vénères, ultra méchantes et voilà. Et puis l'autre chose aussi que je me disais par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a cette fatalité en fait de mourir quand on les croise, c'est que ça enferme aussi les personnages, les héroïnes en fait, les personnages féminins donc qui sont les héroïnes, hein, pas les antagonistes, dans le fait que en fait elles subissent finalement ce qui se passe et il y a pas, elles non plus, il n'y a pas de récit initiatique, il n'y a pas de rédemption possible, elles sont enfermées dans cette fatalité qui va de toute façon les tuer quoi. Mais pour contrebalancer ça, en fait, je voulais prendre deux exemples que j'ai trouvé intéressants. Donc il y a XT qui est sorti en 2007, où là c'est pareil, c'est une femme qui a été kidnappée, torturée, mais alors pour ses cheveux, pour un trafic de cheveux en fait, pour vendre après les extensions capillaires. Et là je trouvais que l'angle était intéressant. Alors le film est loin d'être parfait, mais l'angle était intéressant parce que là on a vraiment de l'empathie pour cet antagoniste-là, dans le sens où elle se met pas à viser n'importe qui, n'importe quand. Elle cible des trafiqueurs en fait, donc vraiment des personnes, on va dire, qui le méritaient. Et puis elle s'allie aussi avec l'héroïne à la fin. Donc il y a vraiment un changement. L'héroïne elle-même d'ailleurs qui est victime qui est exploitée en fait par son employeur. Donc il y a vraiment une alliance entre les deux qui est assez intéressante, sans que ce soit vraiment quelque chose de sororité, mais en tout cas qui est assez intéressant. Et puis aussi pour montrer que écrire des personnages féminins complexes, intéressants, c'est pas forcément, ça peut se faire à n'importe quelle époque. Je voulais prendre l'histoire de la femme des neiges c'est un segment en fait sur plusieurs films, dans le film qui s'appelle Quaidon, qui est sorti en 1966, où là c'est un fantôme qui correspond tout à fait à l'Onryo avec des cheveux noirs, blancs et puis une combinaison blanche. Mais là pareil, elle attaque pas n'importe qui. En gros, elle tue un peu qui elle veut. Des fois elle veut pas, des fois ça dépend, on sait pas pourquoi. Elle choisit des hommes, mais bref.
En tout cas, elle en choisit un qu'elle va épouser, avec qui elle va faire des enfants. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc à un moment, elle le quitte et elle lui dit bah, en fait, maintenant, c'est toi qui vas t'occuper des enfants et tu as intérêt à bien t'en occuper parce que si tu t'en occupes pas bien, je reviens et ça va mal finir. Donc, je trouvais ça assez intéressant parce que c'est vraiment, enfin voilà, c'est un vieux conte, hein, c'est sorti en 1966. Donc voilà, ce serait intéressant. Enfin, moi, ma conclusion, en tout cas, de tout ça, ce serait de dire que ce serait bien qu'on ait des réalisatrices aussi japonaises qui s'emparent un peu de ces figures-là, notamment de ces figures maternelles, pour proposer un peu un autre récit, parce que là, c'est vrai que souvent, on est dans des schémas un petit peu qui se répètent, et voilà, ce serait pas mal.